Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Dans la famille, c'était toujours moi qui m'étais occupée de tout. J'ai un peu pris la place de l'adulte. Et en fait, on m'avait toujours dit « Caroline n'a aucun problème, tout fonctionnera toujours très bien ». J'ai perdu les quelques kilos de l'adolescence qui m'avaient toujours gênée. Et je sais pas pourquoi, en fait, dans ma tête, il s'est imprimé 48 kilos, c'est le chiffre parfait. Mais je me suis pas dit « je veux en perdre plus ». Je me suis dit « je veux surtout pas reprendre ». Ma mère m'avait dit que j'étais en train de m'éteindre comme une bougie. J'aimais pas spécialement être très maigre, mais ça montrait que j'allais pas bien. Et les gens s'occupaient de moi quand j'allais pas bien. Ça m'a beaucoup aidé de lire des témoignages de personnes qui vivaient la même chose. Du coup, j'ai voulu écrire ce témoignage en me disant je vais pouvoir aider peut-être d'autres personnes. C'est pas de l'anorexie, c'est de l'anorexie mentale. C'est une maladie qui d'abord touche un problème psychologique. En fait, quand ça va mieux dans sa tête, le corps il est bien fait et il suit tout seul. Bienvenue dans l'épisode 40 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Caroline que j'ai eu la joie de recevoir et d'enregistrer à mon cabinet puisque nous travaillons dans la même commune. Caroline a souffert d'anorexie mentale pendant plusieurs années et elle peut témoigner qu'aujourd'hui, même si elle n'a pas une relation 100% tranquille avec son alimentation, ce n'est plus un problème dans sa vie. Son trouble a commencé l'année après le bac, à 17 ans, alors que Caroline est partie dans une autre ville pour commencer ses études. La perte de poids a débuté assez naturellement, mais sa volonté de maintenir ce poids plus bas coûte que coûte a précipité la spirale infernale de l'anorexie mentale. Je vous laisse découvrir le témoignage de Caroline, ainsi que le processus d'écriture et de publication de son livre témoignage « Je ne voulais plus manger » paru aux éditions City. Bonjour Caroline. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir et d'autant plus que nous nous trouvons dans la même pièce, à mon cabinet à Dourdan, puisque nous nous sommes rendus compte que le hasard faisait que nous habitions et travaillions dans la même ville. Et du coup, nous puissions nous rencontrer comme ça, en vrai. Donc, c'est ça, le hasard fait parfois bien les choses. Exactement. Donc, ravie vraiment d'être, tu vois, même si nous dématérialisons beaucoup les relations depuis quelques mois, quelques années maintenant, le fait de se trouver dans la même pièce et de rencontrer les gens en vrai, en fait. Ça fait du bien, on a besoin de contact humain. Je pense que le confinement nous l'a montré aussi, que tout ne pouvait pas être virtuel. Exactement. Est-ce que tu veux bien, Caroline, te présenter ? Oui, je m'appelle du coup Caroline. Je suis professeure d'histoire géo au collège, dans notre commune. Oui. Et puis sinon, je fais 1,5 milliard d'autres choses dans ma vie, parce que je suis un peu hyperactive et j'ai du mal à me poser. Donc j'écris des livres, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des podcasts, je fais plein de choses pour combler mon temps, et je lis beaucoup, voilà. Oui, et d'ailleurs en parlant de livres, tu vas nous raconter ici ton histoire dans ta relation avec l'alimentation, mais tu as écrit un livre témoignage sur le sujet. D'ailleurs, on reviendra sans doute à la fin de cet épisode sur le processus qui t'a mené à écrire ce témoignage, mais j'avais aussi envie d'en parler dès le début parce que j'ai lu ce livre il y a quelques semaines maintenant. Mais j'ai quand même envie de redécouvrir par tes paroles toute cette traversée que tu as faite dans cette relation. Du coup, alors, comment tu as envie de nous raconter ton histoire du début Du début, ce sera peut-être plus simple chronologiquement. Je prends d'histoire, restons chronologiques. Ah, des formations professionnelles. Exactement. Alors. Ok. Globalement, donc, moi j'ai écrit mon témoignage dans lequel je parle de mon rapport à l'alimentation, mais surtout aux troubles du comportement alimentaire, puisque
J'ai fait de l'anorexie mentale pendant plusieurs années. Alors, même si dans le livre, on parle de guérison et que j'ai toujours du mal à dire qu'on peut complètement... Alors, déjà parce que le terme guérison donne l'impression que c'est un peu comme on prend un médicament et hop, on est soigné, on est guéri. Je pense que ça fait partie des choses avec lesquelles on apprend à vivre, que le trouble n'est plus handicapant à un moment donné. Oui. Après, je vais pas dire aujourd'hui, ma relation avec l'alimentation est 100% tranquille. Oui. Pour autant, ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème, hormis peut-être dans des grands moments de stress où des fois j'ai du mal et ça se ressent sur des problèmes liés à l'alimentation, mais il n'y a jamais plus de restrictions, il n'y a jamais plus de... c'est plutôt au niveau mental où des fois ça cogite un petit peu trop. Oui. Mais bon, pour avoir discuté avec plein de personnes de l'alimentation, je me dis qu'on a tous de toute manière un rapport chacun différent à l'alimentation et que c'est peut-être même pas en fait toujours des troubles alimentaires, peut-être qu'on a juste chacun une histoire avec l'alimentation. Et mais qui peut se cristalliser plus ou moins en fait dans un trouble. Oui. Exactement, parce que pour avoir discuté avec plusieurs amis, j'ai souvenir d'une discussion où on était plusieurs à table et il y en a une qui parlait justement de difficultés qu'elle avait avec l'alimentation et celle d'en face lui a répondu c'est pas compliqué, quand t'as plus faim t'arrêtes de manger. Et elle lui a dit mais en fait pour moi c'est très compliqué ça. Eh oui. Et je l'avais regardé en lui disant oui je comprends parce que en fait pour toi c'est peut-être simple parce que t'as pas de soucis de cristallisation liés à un trouble avec ça, mais pour certains c'est très très compliqué. Rien que cette phrase de t'arrêtes quand t'as plus faim, ce qui semble logique. Ça. Bien sûr. Mais encore faut-il reconnaître sa faim. Exactement. Et il peut y avoir tout un monde en fait entre cette phrase, cette intention-là qui peut sembler naturelle à des mangeurs qui sont restés naturels, intuitifs, voilà. Et puis d'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Moi, quand on me dit mais c'est facile, il y a qu'à lâcher prise. Alors, cette phrase, je crois qu'à chaque fois, c'est... Mais j'ai dit, mais en fait, le lâcher prise, tu es gentil, mais tu n'es pas dans mon esprit. Lâcher prise, mais moi, c'est comme sauter dans le vide et sans parachute, en fait. Donc, c'est sauter dans mon angoisse si je lâche totalement prise. La fameuse injonction, hein. Oui, parce que ça part, je pense, d'un très bon sentiment. Oui. Mais en réalité, ça crée une injonction. Aujourd'hui, dans la société, on se dit... Voilà, il faudrait être totalement détaché, lâcher prise, il n'y a pas de problème, mais c'est oublié dans la société dans laquelle on vit, qui nous met des pressions aussi derrière. Exact. Et donc, c'est vrai que du coup, dans ce livre-là, moi, je parle de mon rapport donc à l'anorexie mentale surtout. Oui. Donc, j'ai fait 4-5 ans de psychothérapie, donc j'ai vu tous les spécialistes possibles et inimaginables, ce qui m'a permis de faire une grande analyse sur moi-même, qui, je pense, n'est pas terminée, mais je pense qu'on peut en faire une toute la vie et qu'on évolue au cours du temps, de toute manière. Mais du coup... Comment ça a commencé hein ? J'étais avec cette question-là. Le point de départ, quand j'ai commencé à perdre du poids, lié à vraiment, je pense, l'entrée dans le trouble, ça, c'est quand j'ai eu 18 ans, quand je suis partie à l'université, parce que subitement, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté ma maman. Et enfin, je vous dis que j'avais 18 ans, mais c'est faux, j'avais 17 ans, et c'était la fin du monde. Voilà. Paradoxalement, moi j'ai toujours été une excellente élève, j'ai toujours tout très bien réussi, mais en fait j'étais persuadée qu'une fois que j'allais partir, j'étais totalement capable de faire. Toute ma famille l'était aussi, parce que dans la famille c'était toujours moi qui m'étais occupée de tout. Mes parents sont divorcés, je me suis occupée de ma sœur, j'ai un peu tout géré, j'ai un peu pris la place de l'adulte dans la famille, et en fait on m'avait toujours dit Caroline n'a aucun problème, tout fonctionnera toujours très bien. Et même moi, j'en étais persuadée. Et je me suis retrouvée à l'université en me disant qu'en fait, ça ne me plaisait absolument pas. Pas le contenu des cours, mais moi, j'aimais les professeurs, le petit cocon, le fait d'avoir de la reconnaissance aussi dans mon travail. Et là, j'étais anonyme au milieu de 700 personnes. Ah oui, quel choc, hein. Ah oui, oui. Donc, j'appelais ma mère en pleurant tous les soirs en lui disant que je voulais rentrer chez moi. Et en fait, paradoxalement, pendant l'été, je suis restée dans ma ville où je faisais mes études pour travailler. Et j'ai rencontré de nouvelles personnes avec qui tout se passait très bien. Et en fait, comme je pense que j'étais bien dans ma vie, j'ai perdu les quelques kilos de l'adolescence qui m'avaient toujours gênée. Que j'avais toujours eu un complexe, j'ai toujours trouvé que mes cuisses étaient trop grosses, que j'étais trop grosse. Alors, trop grosse pour moi, c'était 2-3 kilos qui m'énervaient. Parce que quand j'étais au lycée, au collège, on m'avait toujours fait des critiques en me disant que j'étais trop grosse. Alors, bon,
Objectivement, non. Oui. Mais voilà, on m'avait toujours fait des critiques. Et surtout, quand on était au collège, toutes les filles s'étaient mis à donner leur poids. Et en fait, elles avaient toutes dit qu'elles faisaient 48 kilos. Et moi, à cette époque, j'avais dit 55. Et je sais pas pourquoi, en fait, dans ma tête, il s'est imprimé 48 kilos, c'est le chiffre parfait. Ah, c'est ça, quelle que soit la taille. Mais quelle que soit la taille, quel que soit l'âge, quel que soit, c'est le chiffre qu'il faut faire. Okay. 48 kilos. Alors, j'ai jamais cherché à atteindre 48 kilos. Mais je pense que dans ma tête, c'était... Oui. Ça, c'est bien. C'est ça. Ça, on est joli à ce poids-là. Oui, à la fois, c'est le chiffre qu'il faut atteindre, mais en plus corrélé au fait d'être jolie, d'être acceptable. C'est ça. Parce qu'en fait, chez moi, on m'a jamais dit que j'étais jolie. Parce que celle qui était jolie dans la famille, c'était ma sœur. Ah. Et alors, c'est marrant parce que paradoxalement, ma sœur, elle souffre du problème inverse. C'est-à-dire qu'elle dit toujours, on m'a jamais dit que j'étais intelligente. C'était toi qui étais intelligente. C'est ça, comme s'il fallait séparer les deux, en fait. C'est ça. Et quand je me suis retrouvée, en fait, dans cette, entre la L1 et la L2, j'ai travaillé pendant un été. J'ai perdu 3 kilos comme ça, parce que je faisais des activités, je bougeais. Et on a commencé à me dire que j'étais jolie. Ah, tiens. Et à ce moment-là, je me suis pesée, ce qui ne m'était plus arrivé depuis, mais je sais pas combien de temps. Et je me suis dit, ah bah oui, j'ai perdu du poids. Mais je me suis pas dit, je veux en perdre plus. Je me suis dit, je veux surtout pas reprendre les 3 kilos que j'avais avant, parce que dans ma tête, c'était, tu vas redevenir cette fille qui n'a pas confiance en elle, qui se sent moche, qui se sent rejetée, qui... Et par crainte, en fait, d'en reprendre, je me suis mis à réduire mon alimentation de plus en plus. Ok. C'est comme ça que le cercle infernal a commencé, en fait. Ok. Pas dans une intention de continuer, mais rester dans ce poids. Ça a toujours été, je ne veux surtout pas regrossir. Et la reprise de poids, c'est pour ça, a été plus tard, donc dans le parcours, compliqué, dans la mesure où ma crainte, c'était que ça ne s'arrête jamais. Et que je réatteigne ce chiffre horrible de 57 kilos de l'adolescence, qui n'était pas horrible en soi, mais pour lequel mon cerveau, je sais pas, avait focalisé sur c'est pas bien, t'es pas jolie. Et, c'est ça. Et donc, du coup, bon, voilà, après, très très rapidement, ça s'est dégradé, puisque j'ai perdu 16 kilos dans la foulée. Donc, mon but de ne pas en reprendre était efficace pour le coup, mais trop efficace, je pense. Puis surtout, j'étais vraiment pas bien, je commençais à être en dépression, j'appelais toujours ma mère en pleurant. Et oui, parce que le contexte fac continuait à ne pas te convenir, non, en fait. Ça me convenait pas, et en plus de ça, j'étais dans une relation à l'époque avec une amie, qui était ma meilleure amie, dont j'étais très très proche, et je crois que je commençais à me rendre compte qu'en fait, j'étais plus proche d'elle qu'elle n'était proche de moi, puisque moi, j'étais vraiment engagée dans cette amitié, mais visiblement... ça faisait très longtemps, je pense, que ce n'était plus le cas, mais je me raccrochais à l'image de ce qu'on avait été toutes les deux au lycée, qui n'existait plus. Et quand je suis arrivée dans la 2e année, en fait, j'ai eu un moment donné où, les 3 premiers mois, donc où vraiment ça commençait à plus du tout aller, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Je me suis dit, mais en fait, ma vie n'a aucun sens, je n'aime pas mes études, je suis avec une amie, je sais même pas pourquoi c'est encore mon amie, et en fait, rien n'allait. Rien ne me plaisait, et la seule chose que je voulais, c'était rentrer chez moi. Et donc, il y a eu un jour, j'étais en train d'écrire mon journal intime, et j'ai écrit, si je m'en allais, là, si je fais ma valise, je pars. Et je me disais, oui, mais enfin, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Moi, je suis quelqu'un de très théorique dans ma vie. La pratique, c'est compliqué. Et en fait, je me suis dit, non, allez, tu te motives, tu retournes... J'avais un cours juste après, d'histoire de la Pologne. Que j'ai jamais été jusqu'au bout. Ça t'a marqué, hein. Tu te souviens même. Oui, je me rappelle que c'était l'histoire de la Pologne. Et en fait, je suis partie pour aller à la fac. J'ai mis la main sur la poignée et je me suis dit non. Et j'ai appelé ma mère, j'ai dit, est-ce que si je t'appelle pour venir me chercher, tu viens ? Elle m'a dit, tu fais ta valise, et elle est venue me chercher. Donc, merci maman. Et pendant ce temps-là, justement, ta mère, elle a suivi ça, ou tu rentrais en fait, je rentrais les week-ends, et ma mère voyait bien que ça allait de moins en moins, puisque ma mère m'avait dit que j'étais en train de m'éteindre comme une bougie. Voilà, c'était son expression. C'était son expression, et c'était... En fait, c'était compliqué pour moi parce que j'avais l'impression de lui faire du mal à elle. Et du coup, je culpabilisais. D'ailleurs, je culpabilise toujours aujourd'hui, ce qui est très, très paradoxal, mais en fait, je continue à éprouver énormément de honte d'avoir été anorexique, parce que pour moi, ça reste pas « je me suis fait du mal à moi », c'est « j'ai fait souffrir ma famille ». C'est ça. Voilà, parce que mon père avait toujours été mon super-héros dans ma vie. Et là, j'ai vu que mon père ne savait absolument pas quoi faire. Et ma mère, elle a cherché à m'amener voir un psychologue, à trouver
une prise en charge au niveau des troubles alimentaires. Donc, elle a trouvé à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. Alors maintenant, c'est à la Conception, un endroit qui est un service endocrinologie où il y a une prise en charge des troubles alimentaires. Alors que mon père, c'est pas qu'il était pas intéressé, c'est qu'en fait, il savait pas gérer ça. Et quand je l'appelais, il m'engueulait. Donc, c'est ça, il était complètement démuni et c'était sa seule façon. Oui, c'est ça, c'est que chacun réagissait comme il le pouvait. C'est ça. Ouais. Et ça, alors du coup, ça a été une fois que tu es rentrée chez toi. Oui, je suis rentrée chez moi. Donc déjà, j'étais bien, parce que j'étais dans ma maison. Et oui. Déjà, je me sentais beaucoup plus en sécurité. Je dis sécurité parce que c'était vraiment l'impression d'être... Ma mère me disait, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un bébé. Mon père a quitté ma mère quand j'avais 4 ans. Mais j'ai eu l'impression de passer très rapidement de l'enfant à l'adulte. Et je pense que j'avais besoin aussi de revenir à cet état de « on s'occupe de moi ». De petit enfant. De petit enfant, oui. Ouais. Et je pense que paradoxalement, le corps aussi qui est maigre, ça donnait cette impression de là j'ai besoin qu'il y ait tout le monde autour de moi. Et c'est ça, qu'on prenne soin. Oui, oui. Donc ma mère me dit, tu as accaparé toute l'attention à ce moment-là. Oui, je sais. Je m'en veux aussi beaucoup, hein, mais j'avais besoin de ça. Dans ce travail de reconstruction, c'était vraiment un passage important. C'est ça que tu peux dire aujourd'hui. Exactement, c'est ça. C'était un passage, je pense, qui était même nécessaire. En fait, j'ai eu l'impression de faire, en l'espace de 3 ans, l'étape de l'adolescence que je n'avais pas eue. Parce qu'après, voilà, il y a eu un moment donné où plus tard, j'en ai eu marre de ma mère. J'ai dit, bon, maintenant stop. Hein. Mais c'était un peu plus tard. Là, j'avais besoin qu'on s'occupe de moi. Et du coup, ma mère m'a emmenée à l'hôpital à Sainte-Marguerite à Marseille, où on a rencontré un endocrinologue qui, lui, s'occupait de l'aspect plus médical. Donc, qui fait... je te pèse et je te dis que l'IMC ne correspond pas à ce qu'il faut. Bon, encore que sur l'histoire de l'IMC, moi, aujourd'hui, j'ai des choses à redire, mais ça, c'est après coup. Disons qu'au moment où on y est allé, je pense que ça reste quand même utile. Alors, je suis pas complètement pour la manière dont ça s'est passé, mais a posteriori, je me dis qu'à cette époque, j'étais tellement perdue au niveau alimentaire qu'en fait, j'avais besoin qu'il y ait des médecins qui me disent « tu dois faire ça ». Voilà. Et là, effectivement, lui, il m'a dit, bon, voilà le poids qu'il faudrait atteindre pour être dans la norme. Et il m'a fait rencontrer aussi donc une diététicienne qui m'a fait donc un plan de régime alimentaire qui avait pour objectif déjà de faire en sorte que je perde plus de poids et que je retrouve surtout une structure qui, moi, m'a fait un peu partir un peu loin parce que le problème, c'est qu'elle m'a donné des pesées alimentaires strictes. Et en fait, je pense que j'en avais besoin, mais moi, je suis une bonne élève. On me donne un plan à suivre, je le suis à la lettre près. Et du coup, mon cerveau a bugué sur, voilà, il faut manger 100 grammes de ci, 100 grammes de ça, avec surtout aucune possibilité de dépasser les 100 grammes, parce que, attention, c'est dangereux. C'est ça. Possiblement, je peux prendre du poids. Si j'en enlève, possiblement, je peux en perdre. Et autant le suivi, voilà, je trouve que ça, c'était bien d'avoir une structure, mais il y a des choses qui m'ont gênée, parce que plus tard, on m'a reproché de peser mon alimentation, alors que c'était eux qui m'avaient dit de peser ce que je mangeais. Et parce que plusieurs fois, on m'a dit, de toute manière, vous les anorexiques, vous êtes toutes pareilles, on sait très bien, vous comptez les calories, vous pesez, vous avez une obsession de votre corps et vous adorez la maigreur. Je n'aime pas spécialement les corps maigres. Je n'ai pas une obsession particulière pour mon corps, j'ai juste peur de manger. Et effectivement, du coup, je m'enfermais dans cette idée de... J'ai tellement peur de grossir que je mange pas. Mais c'était pas par plaisir particulier d'être maigre. Objectivement, à 40 kilos, je vous assure, je ne me trouvais pas jolie. Je n'avais jamais regardé les podiums dans les magazines, ça m'a jamais intéressée non plus. Et de la même manière, qu'ils me disaient, vous pesez tout le temps, mais je me suis jamais pesée de ma vie avant qu'ils me mettent sur une balance. Donc... et puis, ne serait-ce que déjà la généralisation. Oui, ça me gênait beaucoup. Vous les anorexiques. Oui, alors ça, j'avais l'impression, j'avais envie de lui dire, mais quand vous avez quelqu'un qui a un cancer en face, vous lui dites, vous la cancéreuse ? C'est ça. Bon. C'est ça. Bon. Et donc, voilà, ça me gênait beaucoup, cette généralisation, parce que je pense que j'avais besoin, au contraire, d'être un peu individualisée. Surtout que je pense que chaque personne vit le trouble alimentaire différemment. Complètement. Et du coup, il m'avait demandé d'aller voir un psychiatre qui pratiquait la thérapie comportementale, le TCC. Oui, thérapie comportementale et cognitive. Et également la pleine conscience, qui était très intéressant au niveau des outils qu'il m'a donnés. Mais quand j'y suis allée la première fois, je pense que c'était trop tôt. Parce que lui, il était basé sur une thérapie courte, comme les TCC le sont. Mais moi, à ce moment-là, ce que j'avais envie, c'était de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là.
Et lui, en fait, c'était pas ça. Et non, c'était pas le type de thérapie dont tu avais besoin à ce moment-là. Non, parce que lui, il voulait me faire sortir du trouble. Mais je pense que j'avais encore besoin de ça parce que ça me sécurisait. Et quelque part, en fait, plusieurs fois, je lui disais, mais vous voulez juste me refaire prendre du poids pour ensuite dire, c'est bon, elle est guérie, problème réglé. Mais moi, je me disais, mais c'est mentalement que je me sens pas bien, c'est psychologiquement. Et quelque part, finalement, j'aimais pas spécialement être très maigre, mais ça montrait que j'allais pas bien. Et les gens s'occupaient de moi quand j'allais pas bien. Et là, je trouve que tu soulèves vraiment une question très importante de l'utilité, entre guillemets, du trouble, mais bien sûr, et c'est pour mais même plusieurs fois... Alors, attention aussi à ce que je vais dire avec des guillemets, mais j'ai rencontré des personnes qui étaient boulimiques, et je me suis plusieurs fois dit, je préfère être anorexique parce que ça se voit, et quelqu'un qui est boulimique, ça veut dire que elle souffre, mais en plus, on lui reproche de trop manger et ça ne se voit pas. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est elle, à la limite, elle souffre même plus que moi, parce que dans les troubles alimentaires, l'anorexie, c'est presque aujourd'hui le trouble alimentaire qui, à un moment donné, était même valorisé, ce qui est très dangereux d'ailleurs, parce qu'on peut quand même en mourir. Mais alors que la boulimie, c'est pas bien vu. Mais oui, le fait que ça se voit, en fait, d'un autre côté, tu parlais d'utilité. Donc là, c'est sûr que, et c'est d'ailleurs aussi dans mon livre, quand je le lis, je relis moi-même ce que j'ai écrit, j'ai une analyse très extérieure aujourd'hui, c'est-à-dire que je pose un regard sur comment j'ai vécu cette étape de ma vie, comment ça s'est passé. Quand j'étais dedans, j'avais pas conscience de ça. Non, bien sûr, ben non. Mais voilà, c'est vrai que je voulais aussi revenir quand je te parlais du menu en fait qu'on m'avait donné. Donc il y a eu un moment donné où l'endocrinologue qui m'a fait voir la diététicienne, donc elle, la diététicienne, son objectif c'était d'abord de stabiliser le poids, puis que j'en reprenne. J'ai eu beau suivre à la lettre ce qu'elle m'a dit, eh ben je ne prenais pas de poids. Et je me suis fait engueuler par l'endocrinologue qui me disait que je devais du coup tricher ou me faire vomir. Et on m'a reproché plein de fois de me faire vomir, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, donc du coup je me disais mais pourquoi il me dit ça ? Je suis fait exactement ce qu'il me dit. Et en fait je trouvais que c'était important d'en parler parce que ça rejoint, je trouve, ton approche alimentaire, où des fois j'entends des personnes qui disent je veux perdre du poids, je comprends pas, je suis tous les régimes possibles, ou à l'inverse comme moi, il y a eu un moment où je voulais en reprendre. Parce qu'après avoir vu le psychiatre, j'ai vu une psychologue, je l'ai vue pendant 2-3 ans. Bon, à l'issue de la première année, une fois que vraiment j'avais bien dégrossi le gros du problème, je me suis dit, bon, bah c'est bon, maintenant je veux reprendre du poids, ça commence à aller mieux. Oui, tu te sentais prête. Là. Voilà, je me sentais beaucoup plus prête parce que psychologiquement ça commençait à aller, tout n'était pas réglé, mais en tout cas j'étais prête à accepter l'idée qu'il fallait aller de l'avant, que je voulais plus simplement être dans le cocon de ma maman, puis je voulais reprendre des études. C'est-à-dire qu'à partir du moment, passé cette première année vraiment où j'ai rien fait d'autre que être chez moi, j'ai travaillé un peu à côté parce que je culpabilisais de ne pas ramener de l'argent. Donc j'ai travaillé un peu à côté, mais j'étais vraiment que centrée sur ça. Après, j'ai repris mes études. Et quand je suis retournée donc, en fac d'histoire, je voulais aussi ne pas perdre de poids parce que je me disais, fais attention, si jamais tu recommences, tu n'arriveras pas à suivre en fait tes études. Donc j'étais vraiment dans cette idée de maintenant c'est bon, je veux être professeur, je vais reprendre ma vie en main, donc il faut aussi que physiquement je sois capable que le corps puisse suivre en fait. Exactement. Et d'ailleurs quand j'ai passé les concours après de l'enseignement, c'était pareil. Je me disais mon Dieu, mais si en fait ton cerveau est sous-alimenté, je sais très bien ce qui se passe, tu vas pas y arriver. Donc il fallait manger aussi pour ça. Alors j'ai vu une première diététicienne, j'en ai vu une autre qui pareil m'a donné un régime à suivre. Mais moi j'avais beau suivre le régime qu'elle me disait, je grossissais pas. Et vraiment, les moments où j'ai réussi à reprendre du poids, c'est quand j'ai été beaucoup mieux dans ma vie. Une fois que j'ai eu le concours et que mes études se sont finies. Parce qu'en fait, je pense que ces études, ça a dû cristalliser un moment de tension, de stress aussi, et de remise en question sur beaucoup de choses dans ma vie. Mais une fois que j'ai eu mon concours, que je me suis trouvée bien, que j'ai été mutée, pourtant très très loin de chez moi, alors que j'avais pas demandé à être mutée à 600 km. Mais quand je suis arrivée justement ici... en fait, je me suis sentie bien. J'avais de nouvelles personnes qui me connaissaient pas aussi. Exact. J'adore ma famille. Mais j'étais à 600 km d'eux. Et pour une fois, j'avais pas besoin de m'occuper d'eux. Et oui. Et du coup, en fait, là, je pense que ça m'a enlevé aussi une pression. Un poids. Et c'est vrai que j'ai souvenir d'une phrase que m'avait dit ma psychologue, qui m'avait dit, vous savez, c'est pas en mangeant que vous guérirez. C'est en allant mieux psychologiquement et en guérissant que vous mangerez et que du coup, le poids et le corps suivront. C'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout à fait, oui. Et je vois vraiment une différence entre la première fois que tu quittes la maison à 17 ans, pas très loin, mais en même temps assez près, mais d'une fracture, en fait. C'est ça. Et où tu étais
a priori pas du tout prête, parce qu'il avait manqué ce processus que tu as eu après de recoucounage. Enfin, je sais mais pas je pense comment pas. Alors dire. j'étais persuadée d'être prête à l'époque, mais je pense que c'est parce que j'avais toujours donné cette impression de moi j'ai aucun problème mais et c'est tout ça. ira bien. Caroline, elle avance, Caroline, C'est ça. elle est forte, Caroline, elle peut, Et oui. Et c'était totalement différent de la deuxième fois, parce que dans toute la première partie du processus un peu de guérison, j'avais pas forcément peut-être envie non plus, puisque j'avais justement envie qu'on s'occupe de moi. Donc l'idée de rester dans le trouble, encore une fois, c'est inconscient, je le fais là après coup en réfléchissant. Oui. Mais je pense qu'il y avait un petit peu de ça. Alors que plus tard, à un moment donné, une fois que j'ai eu le concours, mais vraiment j'ai souvenir, j'étais allée voir une sophrologue, et où on faisait des exercices, et à la fin d'un exercice, elle nous avait demandé de nous visualiser sur scène. Et elle nous avait dit, qu'est-ce que vous voyez ? Et en fait, je me suis représentée debout sur une scène, avec aucun public, et je me suis dit, t'as plus besoin en fait du regard des autres, on s'en fout. Et je suis rentrée chez moi en me disant, là ça suffit, c'est bon, j'en ai marre des troubles alimentaires, allez stop. Alors que je pesais toujours mes aliments scrupuleusement, et j'étais angoissée comme pas possible à l'idée de me séparer de cette minuscule balance, parce que je me pesais pas, mais je pesais tout ce que je mangeais. Voilà. Et là, j'ai dit, bon, allez, maintenant, elle m'énerve, parce que ça avait toujours été cette petite balance qu'on m'avait donnée à l'hôpital, une béquille, qui m'aidait. Et là, je l'ai regardée, j'ai dit, mais en fait, tu m'embêtes. Non, mais j'ai dit, mais tu me brides. Oh, j'en ai marre d'être obligée de prendre un goûter si j'ai pas envie de prendre un goûter. J'en ai marre d'être obligée de manger 100 grammes si j'ai encore faim après. Donc, stop maintenant. Elle me montre cette balance. Et du coup, qu'est-ce que tu en as fait ? Tu l'as mis à la poubelle ? Alors, symboliquement, au départ, je me suis dit, je vais m'en débarrasser. Puis j'ai un côté écolo qui me dit, non, on peut pas jeter une balance à la poubelle, c'est mal. Ouais. Donc, je l'ai gardée, parce que c'est utile une balance pour peser. C'est ce que j'allais dire, pour faire des recettes, ça peut être utile. Ouais. Mais j'ai plus un rapport malsain. C'est ça. Je sais que j'ai plus ce truc de me dire c'est obsessionnel. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que je sais que j'aurais tendance à pouvoir, dans des périodes de stress, avoir un côté à me dire oula. Parce que quand je suis stressée, j'ai besoin de maîtriser quelque chose. Oui. Et quoi que ce soit, en fait. Voilà. Et l'alimentation est un bon support pour ça. Exactement. Exactement. Mais je crois que c'est la sophrologue aussi qui m'avait dit, de toute manière, il y a plusieurs choses qu'on maîtrise quand ça va pas. C'était, je crois, la sexualité, l'alimentation, et je ne sais plus ce que c'était le troisième. Et je m'étais dit, c'est ça. C'est en fait des choses sur lesquelles on peut avoir... Tu as du pouvoir dessus. Oui, on a du pouvoir dessus. Ouais, et oui. Et du coup, alors, il y a eu ce moment clé-là où ça a basculé et où tu as dit stop. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, alors il y a plusieurs choses. Déjà, moi, je suis partie... donc, je me suis détachée aussi de ma famille, Ok, de mes ça parents, a été à peu près au même moment, alors, en fait. Oui et non, parce que vraiment, le moment où j'ai commencé à me dire, bon, stop, il y a eu quand même une année. Mes premières années de licence, j'étais encore à moitié chez mes parents, à moitié, je faisais les trajets pour aller à l'université. Alors que là, je me suis retrouvée toute seule la semaine et le week-end chez mes parents. Et quand je rentrais chez mes parents, je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais envie de me retourner chez moi, dans mon appartement. Et je me suis dit, ça veut peut-être dire que là, la transition aussi est opérée. Avec ma mère, où pour le coup, c'était difficile au départ de me séparer d'elle aussi. Et là, je pense qu'elle et moi, on avait besoin aussi de se séparer. C'était le bon moment. C'était le bon moment. Donc finalement, la mutation, je me suis toujours dit, c'est un mal pour un bien. Parce que de moi-même, je n'aurais pas fait cette demande. Oui, c'était pas voulu au départ. C'était pas voulu. Et en même temps, je pense que ça a participé à beaucoup de choses. Parce que voilà, maintenant, je suis dans l'endroit où je suis très très bien. J'ai rencontré plein de monde et on me demande plein de fois, mais du coup, tu vas redescendre chez toi. Ouais. Et à chaque fois, je me dis, mais le problème, c'est que je me sens aussi bien quand je suis chez moi que quand je suis ici. Oui. Il y avait aussi ce que tu disais, d'arriver dans un endroit neuf. Dans un endroit neutre. Neutre, je dis neuf et où neutre. Personne ne te connaissait et où il n'y avait aucune étiquette, enfin... C'est exactement ça. Et là, je sais qu'il y a eu... Alors, une autre transition que j'ai opérée quand je suis arrivée ici, c'est que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours gênée dans l'alimentation. Alors, j'ai une très, très, très grande préoccupation pour l'écologie. Oui. Et la viande et le poisson, ça me posait un véritable problème éthique. Sauf que dans une alimentation classique, telle que la diététique vous dit qu'il faut le prendre, il faut des protéines. Et par protéines, en tout cas, à l'hôpital, les diététiciens entendent protéines animales.
Et du coup, en fait, je voulais pas augmenter trop de féculents parce que je me disais, parce qu'il fallait que je mange en plus cette viande ou ce poisson qui me gênait beaucoup. Et quand je suis arrivée ici, en fait, la première chose que j'ai dit aux gens, c'est que je suis végétarienne. Et du coup, j'ai commencé à revoir mon alimentation de manière totalement différente. J'ai commencé à composer des assiettes très colorées avec des féculents, des légumineuses, plein de légumes, du pain, j'adore le pain. Et du coup, j'avais ce projet-là depuis quelques temps, mais dans ma famille, je savais que ça allait coincer. Ah, ok. Donc là, je suis arrivée, les gens me connaissaient pas. Donc le fait que je leur dise que je suis végétarienne, ça a tout de suite été, Caroline, elle est végétarienne. Oui, ils s'en fichent, quoi. Ils s'en fichent complètement. C'est un voilà. non-sujet. C'est un bon sujet. Ça m'a permis progressivement d'opérer la transition aussi quand je revenais dans ma famille de manière ponctuelle en leur disant au départ, j'ai dit, on enlève la viande. Le poisson aussi. Voilà. Et surtout, en fait, maintenant, je me rends compte que je prends un vrai plaisir quand je passe à table. Je suis très contente parce que je mange ce que je veux manger. C'est ça, c'est toi qui choisis. Exactement. Et pareil, la faim, c'était quelque chose que j'avais du mal à reconnaître. Bon, alors j'ai toujours un petit souci avec les horaires, c'est-à-dire que j'aime bien manger à heure fixe. Je fais un métier aussi où j'ai un emploi du temps fixe. Oui, de toute façon, t'as pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. C'est socialement, nous sommes aussi gouvernés par ça. Nous ne pouvons pas toujours choisir les moments où nous pouvons manger. Donc, non, exactement. Puis nous, à l'école, c'est la sonnerie. Ah bah oui. On a 25 minutes, faut courir partout. C'est ça. J'ai une amie, là, justement, qui est venue pendant les vacances, qui, je pense... Alors, c'est pas un jugement, mais c'est pour dire qu'elle était plus grosse que moi. C'est pas une critique en plus de dire gros. Donc non. Bon, elle était plus. Elle avait plus de poids, une silhouette plus ronde que moi. Mais elle mangeait beaucoup moins que moi. Et à un moment donné, même elle m'a dit, mais tu vas encore en reprendre du cake? Et je me suis dit, oui, mais en fait, j'ai super faim. Et souvent, ça m'arrive, le soir, je mange, mais 2 heures après, je retourne me faire une tartine ou. Et sur les premières fois, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est horrible. Parce que justement, j'avais cette crainte de, mais si tu cèdes à ta faim, tu vas manger à l'infini et jamais t'arrêter. Bon, j'ai compris qu'en fait le corps est bien fait, on peut pas manger à l'infini sans qu'à un moment donné, on ait plus faim. Bon, alors du coup, j'ai du mal de temps en temps à gérer ça parce que de temps en temps, j'ai très faim et j'ai l'impression de pouvoir manger justement à l'infini. Comme encore, peut-être, tu sais, ce que décrivent les personnes qui souffrent d'anorexie et qui sont en guérison, cette faim extrême encore, qui serait là par moment. Ça, c'est très compliqué parce que je pense qu'aussi c'est revenu avec mes règles quand elles sont revenues. Parce que quand on est anorexique, pas toutes, mais la plupart du temps, les règles s'arrêtent. Donc on est en aménorrhée, tout simplement parce que, c'est ce que m'avait expliqué le médecin, le corps féminin est fait pour porter la vie, et si le corps n'est pas en capacité lui-même de s'apporter ce qu'il faut pour ses propres organes, il peut pas en fait en donner à un autre être humain. Mais, j'accorde un mais ici, parce que le médecin m'avait dit, il faut absolument que vous retrouviez 18,5 d'IMC pour avoir vos règles. Or, je ne fais pas 18,5 d'IMC. Et les règles sont revenues. Mais mes règles sont revenues, je mange à ma faim, sans me priver. Alors, pour ma mère, je suis toujours trop mince. Mais moi, je me prive pas. Et je fais pas de restrictions pour être à un poids particulier. Je sais pas combien je pèse en plus, donc ça serait compliqué de vous le dire. Il y a plus de mentalisation, en fait, de ton alimentation. Non. J'ai toujours globalement la même structure de repas. Parce que c'est plus facile pour moi. En plus, je fais des bento pour le midi, donc c'est plus rapide de faire toujours la même structure alimentaire. Mais c'est pas obsessionnel, en fait. C'est parce que c'est une question de praticité plutôt que de me dire il faut absolument que. Oui, et puis aussi d'équilibre dans les protéines, peut-être. C'est ça aussi, parce que bon, je suis végétarienne, donc à un moment donné, et c'est ce que j'ai expliqué à ma mère quand elle a paniqué, parce qu'elle s'est dit mon Dieu, c'est une manière de réduire ton alimentation. De toute manière, ma famille, c'est toujours ça aujourd'hui. Peu importe quand je parle d'alimentation, c'est ça. C'est pour contrôler, c'est pour réduire. Je dis, mais en fait, paradoxalement, je contrôle beaucoup moins depuis que je suis végétarienne qu'avant. Oui, parce que ce que j'entends que tu en dis, c'est aussi que ça t'a fait trouver une liberté, en fait, dans tes choix alimentaires, de pouvoir suivre vraiment ton éthique personnelle, tes valeurs personnelles, et du coup, d'adapter ta façon de manger à cette éthique personnelle. C'est ça, parce que maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être en phase avec ce qui me correspond, ce que j'aime, ce qui me plaît. Et il y a une autre chose que je voulais dire. Oui, c'était par rapport aussi aux quantités. Oui. Chez ma mère, c'est ma mère qui nous faisait les assiettes. Ok. Mais du coup, j'ai un énorme problème aujourd'hui quand quelqu'un veut me servir. Je ne supporte pas ça, en fait. Et alors, je sais que dans certains cas, ça fait plaisir aux gens, donc je les laisse faire, ou alors je leur indique ce qu'il faut faire, mais je préfère qu'on me serve une petite quantité et me resservir plusieurs fois, en fonction de si j'ai encore faim,
plutôt qu'on me mette Qu'on t'impose. énorme, qu'on m'impose, parce que moi, ma mère, elle m'a toujours dit, on ne sort pas de table sans avoir fini de tout manger. Et du coup, si je laisse quelque chose dans mon assiette, ça me stresse. Donc, je suis capable, en fait, de manger toute l'assiette pour lui faire plaisir, pas par faim. Et c'est pour ça que je dis maintenant, non, mais laissez-moi me servir. Ouais. Alors que chez mon père, c'était différent parce qu'il posait le plat et chacun mettait ce qu'il voulait. Chacun se servait dedans. Oui. Ouais. Avant qu'on se quitte, j'aimerais bien que tu abordes avec nous le processus d'écriture de ton livre, ce qui t'a amené en fait à vouloir témoigner. Alors moi, j'ai toujours aimé écrire. Ça fait partie de ma vie d'écrire. C'est un besoin d'écrire des histoires, mais aussi j'aime toutes les émissions de témoignages qui existent à la télévision. Donc je regarde tous les témoignages qui existent. Et je me suis moi-même beaucoup documentée quand j'ai commencé à être pas bien. Parce que c'est pas les médecins qui, au départ, m'ont dit vous souffrez d'anorexie. C'est ma mère avait tapé sur Google les symptômes et c'était sorti. Mais moi-même, j'avais regardé et je m'étais reconnue dans certains témoignages de personnes. Alors, pas pour tout, encore une fois, parce que tous les critères me correspondaient pas. Et je pense que tous les critères correspondent jamais. Oui, bien sûr. On est des êtres humains, pas des cases. Complètement. Ça m'a beaucoup aidé de lire des témoignages de personnes qui vivaient la même chose. Et de la même manière, j'écrivais beaucoup sur mes ressentis, sur ce qui n'allait pas, Pendant la période où j'étais pas bien, je crois que j'en ai écrit 15-16 des carnets entiers de mes pensées, que je relisais jamais, parce que c'était vraiment des journaux intimes pour... pour vider ta tête, en fait. Pour tout vider. Carnet que je n'ai pas gardé, d'ailleurs, que j'ai tout jeté un jour, parce que ça faisait faire table rase du passé. Et à un moment donné... J'ai une amie que j'ai rencontrée sur un forum en ligne qui s'appelle Enfin, qui est un forum spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, et qui avait écrit un témoignage. Et je m'étais dit, moi aussi, quand ça ira mieux, j'aimerais bien témoigner pour possiblement aussi aider d'autres personnes, comme moi, ça a pu m'aider. Et quand je me suis sentie légitime, c'est-à-dire que je pense que quand le processus, encore une fois, le mot guérison totale, pour moi, il est un peu surfait, parce que... Qu'est-ce que ça veut dire, guérir totalement ? La vie, elle n'est pas finie, donc je sais pas. Bien sûr, mais oui. Après, oui, voilà, c'est plus un problème dans ma vie, et je pense que j'ai suffisamment de recul pour ne plus me jeter dans ça si j'ai un problème à un moment donné. Du coup, j'ai voulu écrire ce témoignage en me disant, je vais pouvoir aider peut-être d'autres personnes. Donc je l'ai écrit très vite, parce que j'écris beaucoup très vite. Je vais toujours très vite pour tout dans mon existence. Je fais tout trop vite, c'est un problème. Et je l'ai envoyé à une maison d'édition, qui m'a répondu 3 jours après, ce qui m'a beaucoup choquée, parce que j'écris des romans et les maisons d'édition ne me répondent jamais. Donc là, j'étais au téléphone, il m'a dit on veut vous publier. Donc moi j'ai cru que c'était une blague. J'ai dit comment ça ? Oui, ça a été hyper rapide là aussi. Très 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 rapidement. Alors j'ai certainement envoyé au bon moment. Voilà. Ils cherchaient quelque chose lié aux troubles alimentaires, au témoignage. N'empêche. Voilà, donc il manquait quand même un peu de choses pour que ça fasse vraiment... Elle m'a demandé de rajouter, donc j'ai rajouté plusieurs choses dedans, j'ai ajouté des poèmes, j'ai ajouté des extraits de mes journaux intimes, avant de les jeter. Et je me suis dit, c'est bien, parce que ça permettra aussi que j'explique à ma famille aussi comment j'ai vécu certaines choses. Avec une mise à distance, parce qu'à chaque fois que j'ai tenté de communiquer pour leur expliquer, je me mettais à pleurer, et surtout j'avais l'impression de parler une autre langue, parce que eux me comprenaient pas, et je pense que là, le fait de l'avoir lu, ils ont mieux compris. Aujourd'hui, j'ai l'impression que on n'en parle plus beaucoup, parce que moi, j'aime pas en parler avec eux, et je pense qu'à un moment donné, j'aime pas en parler. Ça a plus de sens, en fait. Ça a plus de sens, c'est ça, et puis ça me retourne un peu émotionnellement à chaque fois, donc j'aime pas trop évoquer ça. Oui, parce que je suis avec ce que tu disais tout à l'heure, donc encore cette culpabilité qui est là. Donc, cette culpabilité, puis j'ai toujours cette espèce de honte, en fait, de me dire je leur ai fait du mal. C'est ça. Et là, le livre, c'était aussi une manière de dire là, maintenant, je vous ai tout dit. Donc après, si vous comprenez pas, écoutez, moi, je peux plus rien pour vous. Et si vous comprenez, tant mieux, parce que j'avais besoin de vous le dire. Et oui, c'était en même temps pour témoigner d'une manière large, mais aussi comme un signe à envoyer à ta famille, à tes proches. Et ça avait aussi cette utilité-là, office-là. Oui, et même pour moi-même, c'était aussi une démarche de me dire, dans ce livre, j'ai tout résumé. J'ai résumé ces 6 années de journaux intimes, de pensées, de thérapie, et voilà, et tout est là. Et d'ailleurs, du coup, à la fin,
de tout ce processus, je suis retournée voir le premier psychiatre que j'avais vu, en lui disant « C'est bon maintenant, je suis prête pour la TCC. On peut faire des exercices de méditation de pleine conscience pour que je comprenne ce que vous vouliez me dire. » Mais parce que là, j'étais vraiment « Non, bon c'est bon. C'est ça. J'ai plus besoin de comprendre. J'ai juste besoin d'un outil. » Et du coup, ça a été la dernière tranche de thérapie que tu as fait par rapport à ce trouble alimentaire. Alors, ce livre, je vais mettre les références dans les notes de l'épisode et puis comme ça, les personnes pourront aller le retrouver sur leur site d'achat préféré ou directement chez l'éditeur. Tu peux nous rappeler le titre ? Parce que je sais que ça ne te plaît pas trop, ce titre. Mais non, bon. C'était pas le titre que j'avais choisi à la base, mais bon, c'est un titre qui faisait plus vendeur pour mon éditeur. Donc ça s'appelle « Je ne voulais plus manger ». C'est publié aux éditions City sous mon nom, donc Caroline Fronto. Comment tu aurais voulu qu'il s'appelle, toi ? Moi, je l'avais appelé Fin, F-A-I-M, de vie. Ah, pas mal. Ouais. Ah bah ouais, mais pourquoi ils l'ont pas pris ? Parce qu'ils ont dit, il y a que les auteurs qui aiment bien les jeux de mots, et les jeux de mots, c'est trop intellectuel. Les gens vont pas forcément tout de suite comprendre, alors qu'en fait... Vous allez peut-être le voir avec la couverture du livre qui ne me plaît pas non plus. Parce que moi, je voulais envoyer un vrai message d'espoir. Mais c'est ça. Et je trouve qu'elle fait très médicale, cette couverture. Et la personne sur la photo, je trouve qu'elle n'a pas l'air bien dans sa vie. Alors que moi, l'objectif, c'était d'envoyer un message positif. C'est ça. Et j'ai trouvé qu'il voulait jouer un peu sur le côté misérabilisme, accrocheur et choc. Alors, c'est mon interprétation personnelle. Je suis très contente qu'il m'ait publié, c'est pas pour critiquer. Oui, et puis aussi pour qu'on sache de quoi ça parlait, finalement. De quoi ça parle. Et d'un autre côté, moi, là, c'est mon regard à moi, mais ils ont raison. L'important, c'est que les gens achètent le livre. En fait, après, qu'ils le lisent. Une fois qu'ils l'ont lu, moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ça. Là, on est sur l'emballage. Oui, complètement. Et oui. Avant qu'on se quitte, Caroline, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer ou quelque chose que tu veux absolument dire et qu'on n'a pas encore partagé ensemble ? Je pense que pour ceux, en tout cas, qui sont à un moment donné dans les troubles alimentaires et qui ont l'impression qu'on ne s'en sort jamais, ces personnes-là, j'aimerais leur dire que si, il y a un moment donné où ça va mieux. Mais je pense que se focaliser sur l'alimentation et le poids pour guérir, c'est important, bien sûr. À un moment donné, quand on est en dénutrition, le cerveau ne fonctionne plus normalement et il y a besoin de retrouver un certain poids. Mais je pense que c'est d'abord l'aspect psychologique et que faut pas oublier une chose, en tout cas pour l'anorexie, justement, c'est pas de l'anorexie, c'est de l'anorexie mentale. C'est une maladie qui d'abord touche un problème psychologique. Et il faut d'abord régler ce problème-là. Parce qu'en fait, si vous ne faites que régler la question du poids, de reprendre du poids, de manger pour manger, de suivre un régime pour... ça réglera pas le problème de fond. C'est ça. Tu as raison de préciser que c'est important, parce que j'allais dire, c'est vraiment que la surface. Cette surface est importante, parce que comme tu le disais, quand il y a même un danger de vie ou de mort. Bien sûr, c'est pour ça. Mais n'empêche que le fond du problème, il est pas là, quoi. En fait. C'est ça, le fond du problème n'est pas là, et je reste vraiment persuadée que, en fait, quand ça va mieux, dans sa tête, le corps, il est bien fait, et il suit tout seul. C'est ça. Parce que, de la même manière que la première fois où j'ai perdu du poids et où j'aurais dû m'arrêter à ces 3 kilos-là que j'avais perdu, c'était parce que j'étais bien dans ma vie. Exact. C'était pas en faisant un régime. Non. Et c'est pour ça que je pense vraiment que qu'on veuille prendre du poids ou perdre du poids, avoir des aides, des outils, c'est bien. Mais il y a une grosse part de psychique qui rentre en jeu et qui participe. Ouais. Je te remercie beaucoup, Caroline, d'être venue et pour ce moment qu'on a passé ensemble. De m'avoir invitée. Encore une fois, je mettrai les références du livre dans les notes de l'épisode. Je te souhaite une bonne continuation ici à Dourdan ou peut-être ailleurs plus tard. Mais bon, on a entendu que tu te plaisais bien ici, donc ce que je peux comprendre complètement. En plus, nous avons des bonnes boulangeries. Exactement, avec du bon pain. Avec du bon pain. Je te souhaite une bonne continuation et puis je te dis peut-être à une prochaine fois. Oui, à une prochaine fois peut-être. Merci encore. Nous voici à la fin de cet épisode. J'espère que le témoignage de Caroline vous aura inspiré. N'hésitez pas à vous procurer son livre, paru aux éditions City en février 2020, « Je ne voulais plus manger ». Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de La pleine conscience du pouvoir. Et en attendant, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à me laisser un avis sur Apple Podcast ainsi qu'une note 5 étoiles. C'est un véritable coup de boost pour notre travail ici. Merci 1000 fois de prendre le temps de nous soutenir. À très vite.